Je te propose que tu te présentes rapidement. Carrément, écoute, avec plaisir. Écoute, ouais, moi je suis un pur profil digital. Je suis plus vieux que vous, la Team Conquistador. Moi, j'ai commencé à bosser dans les années 2005, 2004-2005. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé dans des entreprises technologiques. J'ai pas commencé par l'entrepreneuriat comme beaucoup hein, maintenant c'est vrai que c'est quand même une voie, on va dire assez royale maintenant. Il y a beaucoup de gens qui rêvent plus forcément d'aller en finance, en banque ou dans des grosses boîtes, mais voilà, montent leur projet directement. Et c'est vrai qu'en 2005 dans la tech, c'était le tout début, et moi je suis rentré vraiment par voilà, on va dire le digital. J'ai commencé à travailler dans l'univers des agences de performance marketing à l'époque. Maintenant, ça fait sourire, mais c'est vrai qu'au tout début, voilà, c'est comme ça qu'on les appelait. Et en fait, après, j'ai continué euh, dans une start-up de l'époque, qui était un des beaux succès des années 2000, on va dire, qui était une boîte qui s'appelait Exalid, qui a été racheté par Dassault Systèmes, qui en fait faisait de la recherche à destination des grosses boîtes. Donc c'était un peu le précurseur du big data, de l'IA et de la recherche. Un beau succès. Il y a vraiment beaucoup d'ingénieurs hyper talentueux qui étaient dans cette boîte et qui ont fait derrière qui ont recréé derrière des super boîtes comme DataIQ, comme Algolia et d'autres. Donc c'était vraiment un gros vivier. Moi, je suis rentré par voilà Les par numéros de boîte, voilà du assez lourd en engineering. Et, carrément. et du coup, moi, je suis rentré par ce prisme très très technologique euh, chez Exalid. Et puis c'est vrai que dans les années après 2005, 2010, ça a vraiment explosé le digital. Et j'ai la chance de rentrer chez Google après, où voilà, là c'était de la très grosse start-up, on va dire. Mais ça restait quand même une start-up à l'époque, hein. À Paris, on était quelques dizaines. Maintenant, ils sont une armée, ils doivent être 1000 ou 1500, voire plus. Ah, Donc ouais. ça restait on va dire une petite boîte, mais avec des moyens déjà quasi limités pour l'époque. Donc de voir ça de l'intérieur sur une boîte là pour le coup qui scalait comme jamais. D'ailleurs, c'était dans les premières boîtes, les premiers mastodontes Internet à avoir une phase de scale comme ça entre les années 2005, 2010, monstrueux. Il y avait des réorgs peut-être tous les 3-4 mois parce que juste ça grossissait tellement vite. Et c'est pas des petites réorgs, c'est des grosses réorgs parce qu'il fallait mettre en place tous les process. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est justement c'est qu'il y avait pas encore beaucoup de process et que la croissance était tellement forte qu'il fallait s'adapter progressivement. Donc j'ai bossé un peu à Paris et j'ai bossé aussi un peu à San Francisco au siège de Google où voilà, j'ai dû rester 3 ans et demi chez Google, un petit peu, ouais, 3 ans et demi. Et ensuite c'est là où en fait je me suis posé la Et t'occupais question. quel poste chez Google, juste pour savoir? Alors, je m'occupais de vendre toutes les solutions publicitaires et plateformes à l'époque. Donc, du AdWords, tout le display, tout YouTube, mais aussi certaines API type Maps, etc. En fait, je faisais le relais avec les gros, on va dire les grands comptes français, pour le coup, qui dépensaient des millions tous les mois. Donc sur des problématiques assez diverses. Donc c'était super intéressant parce que du coup j'avais accès à des on va dire à des décisionnaires hyper importants
à l'élaboration en fait de stratégies assez avancées avec des gros budgets. Donc ce qui était rigolo, c'est que chez Google, on était perçus comme des consultants à l'époque et des externes. En même temps, on vendait quand même notre soupe, mais du coup, on avait la casquette Google. Et ce qui était rigolo, c'est que du coup, on était un peu perçus comme on va dire, les méga consultants d'Internet. Donc du coup, on avait accès à, bon, ça a changé depuis, mais c'est vrai que dans les années début 2010, voilà, tout ça devait se mettre en place dans tous les gros corporates et il y avait on va dire, un switch des budgets vers le digital énorme et voilà, c'était clairement en plein boom. Donc, Et pour se mettre dans le contexte, en 2010, c'était pas du tout comme dans les années, enfin, c'était le début des années 2010, donc c'est pas la même ampleur que maintenant. ouais, surtout c'était encore, on va dire, frais et nouveau, et puis c'était l'époque où en fait tout se dessinait plus ou moins à travers des acquisitions, à travers des grands trends. Il y avait YouTube qui avait été intégré aussi. Il y avait toute une structuration en fait, parce que les gens connaissent pas derrière, mais tous les tuyaux liés à la tech avec des rachats comme DoubleClick. Donc il y avait tout un écosystème qui était en train de se créer et qui du coup voilà, c'est développé durant la dernière décennie avec maintenant tous les produits que vous connaissez et toutes les on va dire les stratégies marketing diverses et variées sur l'ensemble du funnel. Donc tout s'est mis en place dans ces années-là. Tout a été, on va dire, pensé chez Google et dans toutes les grosses boîtes dans ces années-là. Et donc du coup, c'était hyper intéressant de voir ça. Et d'y participer et du coup après c'est là où moi j'ai pris une décision de plus me rapprocher dire d'un projet très start-up, très early stage où à l'époque en fait je voulais pas j'avais pas forcément envie de rester dans un univers très corporate, on va dire grosse boîte qui grossissait très vite avec des dizaines de milliers de personnes. Même si chez Google, on peut rester très longtemps, hein, c'est une boîte incroyable en termes de produits, en termes de potentiel de carrière, d'avantages. Ouais, moi, voilà, j'avais plus envie à ce moment-là on va dire d'entreprendre et de rejoindre un projet dans lequel je croyais beaucoup depuis le début. Qui était le projet Litchi, qui était porté par Céline, que je connaissais en fait d'amis communs avant. Et à l'époque, on parlait pas encore de fintech. Hein. C'était vraiment le tout début, mais le concept très simple d'arriver à faire en sorte de créer un service pour faciliter la collecte d'argent à plusieurs. Je trouvais que ça on va dire ça résoudait un pain assez actuel et assez évident. Donc voilà, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti de chez Google pour intégrer l'équipe où on était 4 full-time au début, plus quelques stagiaires. Et puis voilà, me lancer un peu dans cette nouvelle aventure qui au début m'a fait un peu un choc quand même en venant d'une grosse boîte comme Google de repartir from scratch, mais en même temps c'était assez exaltant et c'est un peu ce que tout le monde aussi tu dois le voir avec tous les porteurs de projets actuellement voilà qui se mettent dedans et qui essayent d'imaginer comment tourner ça, comment le développer et ce que ça pourrait devenir voilà d'ici quelques années et voilà ça on l'a plutôt bien fait chez Litchi. Carrément. Et j'avais une question parce que tu as parlé beaucoup de ton intro chez Google, etc. Mais j'avais envie de connaître, tu vois, soyons optimistes, Benjamin. Ah, vas-y, je t'en prie. Et genre, t'as fait quoi comme étude et qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans et quel a été le parcours en fait? Parce que je
sais que tu as les origines italiennes, si je me trompe pas. Ça, c'est ma femme, ça. Merde. Merde. Trop familial du coup pour le coup. Mais en vrai, tes études, tu as fait des grandes études. Comment tu es rentré chez eux? Quel a été ton parcours et qu'est-ce que tu as fait comme spé, juste pour savoir? Alors la question études. Question études, c'est un vaste sujet. Écoute, j'ai fait école de commerce, que j'étais dans une filière ES à l'époque. Je sais pas si ça s'appelle comme ça toujours, mais du coup en fait, j'ai un peu suivi le mouvement. J'avais pas on va dire, de forte conviction sur ce que j'ai fait. Ça me plaisait. C'est une formation assez généraliste, on va dire. Et puis, en fait, petit à petit, avec les stages, je me suis spécialisé. Après, j'ai fait un des premiers masters à l'ESC Grenoble sur tout ce qui est strat e-commerce digital. C'est le tout début, en fait, des formations enfin, vraiment complètement orientées online, enfin digital, parce que c'était en présentiel. Mais du coup, là, ça s'est construit comme ça. Et je trouve et c'est toujours le cas, hein, en fait. Quand on est au lycée, on a un peu du mal à imaginer ce qu'on a envie de faire. Et justement, il y a pas mal de choses, je trouve, à faire. Il y a des boîtes intéressantes. Une boîte que j'ai vue qui s'appelle Hello Charlie, qui permet via une app, voilà, d'arriver à sonder un peu les désirs, les besoins du jeune et essayer de l'orienter. Donc, je trouve que sur ce segment-là, cette population-là, il y a énormément de choses à faire encore. Très intéressante. J'aurais bien utilisé un service comme ça à l'époque, mais voilà, ça s'est fait, on va dire, assez naturellement, et puis aussi un peu de chance avec les rencontres que j'ai pu faire à Paris lors de mes stages et on va dire des premières personnes qui m'ont enseigné la base du business. Qui tient beaucoup à cœur parce que je trouve que vraiment, c'est vrai qu'en France, dans le système éducatif actuel, on est extrêmement mal orienté sur en fait sur ce qu'on aime faire. On est dans un espèce de tunnel comme ça et on voit pas du tout où c'est qu'on peut apporter de la valeur. Et ça se fait un peu souvent par hasard en fait. Ah mais carrément, de toute façon, voilà, le système il est comme ça. À partir de la seconde, il faut choisir. Il y a les notes, on est orienté, mais voilà, ça reste très très compliqué, je trouve à cet âge-là de se projeter sur un peu qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme vie, comme rythme et les sujets qui m'intéressent. Et je pense que clairement là dans l'accompagnement dans le digital, il y a énormément de choses à faire et c'est pas en voyant un conseil d'orientation 1 heure dans un trimestre ou même dans un semestre que ça va faire avancer la réflexion. Il y a des personnes voilà qui sont plus ou moins entourées bien sûr, mais sur la globalité, c'est extrêmement compliqué, je trouve en fait. Et peut-être que ça manque aussi un peu de prise de recul et de relief sur un peu tous les nouveaux métiers, les nouvelles opportunités qui pourraient aussi donner des idées. Donc voilà, ça reste une cible, je trouve, enfin une démographie sur laquelle il y a énormément de choses à faire, un peu dans tous les domaines. Et effectivement, la partie éducation, elle est essentielle, quoi. Bon, on est en plein dedans, nous, chez Conquistador. Bah ouais. Carrément. Et il y a un truc, du coup, maintenant, le prochain sujet, c'est parce que tu parlais donc de Google à Litchi, c'est une chose, mais tu as rejoint Litchi à quel moment et quel timing? Et finalement, après, qu'est-ce que tu as vu développer chez Litchi? Et qu'est-ce que tu as dû, toi, développer en perso? Ouais, bah écoute, moi je suis arrivé, Céline, elle avait développé. Déjà explique juste pour ceux qui connaissent pas Litchi, qu'est-ce que c'est Litchi? Litchi, c'est une cagnotte en ligne, donc ça permet de collecter de l'argent. Alors au début auprès d'un cercle, on va dire privé, et petit à petit, on a ouvert ça sur des cagnottes qu'on va dire publiques pour financer n'importe quel type de projet personnel et professionnel. Du coup, permettait de collecter de l'argent très rapidement en postant un lien de cagnotte dans un mail, sur les réseaux sociaux, un peu partout, et du coup de collecter de l'argent pour ensuite financer un cadeau commun, n'importe quoi. Et donc
Et donc du coup voilà, Céline avait commencé à travailler sur ce sujet-là. Il y avait une bonne première version qui était en ligne, vraiment le tout début. Et moi en fait, je suis arrivé pour compléter l'équipe qui était composée déjà de Céline. Il y avait une expertise plus, on va dire, finance avec Romain. Il y avait bien sûr la directrice technique. Et puis moi, j'étais un peu le dernier maillon sur tout ce qui était marketing, grosse partnership et communication, pour justement essayer de développer rapidement la base utilisateur. Alors, au début, on essayait de focus sur des petits hacks parce qu'on n'avait pas vraiment de budget au début. On dépensait notre budget avec parcimonie. C'est après avec les différentes levées de fonds qu'on a pu vraiment accélérer. Mais au début, voilà, c'était on parlait pas de grosse à l'époque, hein, ça n'y avait pas du tout cette notion-là, mais en fait, on en faisait déjà. Hein, là, vous faites beaucoup de choses sur LinkedIn et il y a beaucoup de choses qui se font effectivement en ce moment sur des trucs plus ou moins basiques. Nous, à l'époque, c'était l'émergence, on va dire, de Facebook, premier réseau social vraiment massif en France. Et donc, du coup, on essayait de hacker. Par exemple, les groupes, les systèmes d'invitation, etc. Pour pareil créer des events. On était allé assez loin dans la chose avant que ce soit complètement, on va dire, fermé et qui mettent on va dire des règles très strictes là-dessus. Mais du coup, on essayait de faire plein d'actions de grosses sur les réseaux sociaux, sur de la communication, faire des coups de com. Et voilà, ça un peu dans différents domaines, parce qu'en fait, quand on a créé l'entreprise, l'activité, au début, il y avait personne qui cherchait sur Google cagnotte en ligne. C'était juste, il y avait zéro recherche, donc il fallait trouver des moyens de se faire connaître, de hacker la croissance. Et voilà, on a tenté ça avec des moyens réduits. Après, petit à petit, avec les learnings qu'on a eu et puis les fonds supplémentaires, on a pu déployer des campagnes de plus en plus massives, jusqu'à des campagnes télé de plusieurs millions d'euros à la fin, quoi. Et justement, une de mes questions, parce que moi qui suis Groff aussi, Groff Hacker, je me suis toujours posé la question, c'est que à partir du moment, avant la première levée, par exemple, de fonds, vous utilisez uniquement des trucs qui fonctionnaient pas avec des ads, ou tu allais chercher justement des leviers, comme tu disais, sur Facebook, etc., en non publicitaire, ou vous avez... En fait, comme je t'ai dit, au début, il y avait pas de, par exemple, de requêtes sur les moteurs. Donc, il y avait aucun trafic captif qu'on pouvait rentabiliser rapidement. Alors aussi, on pouvait acheter des choses assez loin de l'univers, des univers connexes, mais bon, les taux de transfo étaient pas incroyables. Donc, en fait, maintenant, c'est vrai que avec Instagram, avec tous les moyens de faire de l'ads, un peu awareness, top funnel, c'est un peu plus simple de déployer au début avec des budgets réduits, de tester. Nous, c'était pas vraiment le cas, donc il y avait pas mal de displays, mais ça a jamais vraiment marché pour nous. Donc en gros, je dis, on a beaucoup itéré, on a fait des coups de com, et puis on a fait en fait grossir le service de manière aussi très géographique. On avait un ancrage fort à Paris, et en fait, on a tout mis sur le bouche à oreille et la viralité du service à travers en fait un moteur d'invitation qui permettait de viraliser le service assez naturellement. Et donc, on a fait un gros travail sur le produit, le CRM et la viralisation, qui nous a permis en fait de rapidement créer des différents cercles
grâce à la viralité intrinsèque du produit qu'on a bien sûr travaillé tout au long de tu vois, de l'aventure, mais au début il y avait très peu de paid et en fait on a quand même réussi à Moi, ça, Benjamin, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que nous, tu sais, bon, comme tu sais, on a fait un choix, nous, d'une viralité qui était géographique au départ, donc le Pays Basque, et finalement, on a réussi à déborder sur du nouveau territoire comme ça, avec du contenu de qualité. Mais vous l'avez fait d'une manière qui était un peu différente. Comment vous avez construit votre stratégie de growth et comment vous l'avez itéré, comment finalement vous avez changé de cap en fonction des timings? Bah, en fait, on a eu quand même une chance, c'est on n'a jamais effectué de pivot. Et donc on a toujours été sur une trajectoire, on va dire assez claire, linéaire sur le produit, avec en fait ce bloc de viralité qu'on a travaillé après en termes de, tu vois, de mécanique relationnelle via du CRM et puis via après la construction on va dire d'un stack data CRM très automatisé qui nous a permis en fait juste de viraliser au maximum. Juste pour savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais construit à l'époque avec quels outils pour savoir? Écoute, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que ça mettrait beaucoup de temps, mais on l'a complexifié voilà, petit à petit. À la fin, il y avait des flèches partout, des cases partout, des outils partout. Donc voilà, mais ça s'est fait vraiment dans le temps. Hein. Ça s'est fait sur 8-9 ans et puis on a fait pas mal d'erreurs. Hein. On a appris des briques techniques avec des vendeurs de tapis de CRM, et il y en a beaucoup et on a dû revenir en arrière. Enfin bref, je passe les. Vous avez vraiment une approche scientifique et vous avez itéré à mort et vous avez supprimé tout ce qui marchait pas. C'est que ça. Puis après voilà, hein, on n'était pas bien vieux, on a fait plein d'erreurs et on a appris, mais en fait voilà le plan de développement en fait après et le choix des canaux grosses s'est fait aussi avec les différentes levées de fonds et en fait la structuration du marché, l'évangélisation. Progressivement, on a commencé à avoir plus de requêtes, à être meilleur sur la conversion des requêtes connexes. Il y a eu toute la partie aussi effectivement paid social qui s'est développée. On a fait beaucoup de partenariats. On a été une fois qu'on avait levé la série B, même juste avant, on a fait beaucoup de pubs télé. On était les premiers à faire on va dire de la télé direct response qui nous permettait vraiment de faire des campagnes très héroïstes, ce qu'ils faisaient pas du tout en télé. On avait développé un moteur de tracking et de suivi en fait de la mesure du ROI sur ces campagnes-là. Donc après, on a vraiment fait progressivement vraiment tout type de canaux. Et puis dans une on va dire une approche très héroïste, voilà, on coupait, on essayait de nouvelles choses. Et puis en parallèle de ça, il y avait toujours cette recherche de très produits, et plus on avait de volume, plus les micro changements qu'on pouvait faire sur le site, sur les différents parcours en fait, nous permettaient de gagner voilà, soit taux de conversion plus haut sur les participations, sur les créations, travailler la marge en fonction de là où tu dépensé les cagnottes, etc. Et en fait, plus il y a de volume, plus en faisant des micro changements, tu peux influer sur le résultat final. Donc c'était vraiment un mix voilà de produits, de product marketing, de grosses, de marketing classique, et aussi beaucoup de communication dans les médias, parce que Litchi, c'est un sujet voilà, on va dire qu'on peut ranger dans la case lifestyle, et qui nous donne accès à en fait des grands médias pour raconter des histoires, et donc du coup forcément tout est bon à prendre en gratuit dans les médias.
Carrément. Et puis vous étiez vraiment sur un truc où vous avez financé aussi pas mal de boîtes qui avaient un intérêt médiatique fort parce qu'ils étaient social, environnemental, etc. Et qui vous permettaient de buzzer. Ouais, bah ouais. Et puis après, quand il y avait on va dire les cagnottes publiques, bah forcément, ça donnait des beaux sujets sur des gens qui finançaient leurs projets, des belles histoires grâce au crowdfunding. On n'était pas vraiment une plateforme de crowdfunding, on était une plateforme de dons, il n'y avait pas vraiment de reward, mais du coup, il y avait des super belles histoires qu'on pouvait raconter. Et puis les médias, ils venaient aussi chercher les belles histoires de manière locale. Et donc, on avait énormément de retombées presse dans la PQR, mais aussi dans les médias nationaux, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est de la visibilité gratuite sans agence, quoi. Donc, tu capitalises sur le contenu que tu crées et après, c'est porté par les médias parce qu'il y a un intérêt aussi de leur part à le relayer. Alors après, on l'a travaillé, ça, on l'a mis en forme, on a créé du contenu, on a créé aussi des études, on va dire, de macro, de tendances, d'opinion, pour aussi influer la manière dont on raconte ce qu'on faisait. Mais du coup, c'est un levier énorme pour des boîtes comme ça, très orientées grand public, lifestyle, pour 0 €, quoi. Carrément, carrément. Et toi, t'es resté combien de temps, toi, chez Litchi? Alors moi je suis resté 8 ans et demi. Euh, huit Putain, ans c'est et long. demi, exact. Bah ouais, ça fait un beau cycle, hein. On n'a pas chômé, on en a fait. Parce qu'on a du coup commencé par Litchi. Après, il y a eu toute une réflexion autour du B2B et c'est là où après en 2013 on a lancé MangoPay qui est maintenant la solution de paiement leader, on va dire pour les marketplaces, les plateformes de crowdfunding. Le service a bien évolué et du coup, c'était une économie qui était naissante à l'époque. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore toutes les infrastructures de paiement tout en un comme on a maintenant chez des gros acteurs ou des acteurs spécialisés. Et en fait, il y avait une grosse opportunité à ce moment-là. Grâce à notre expertise déjà à la base sur Litchi, on a pu créer cette API. Et maintenant, il y a plus de 5000 plateformes en Europe qui l'utilisent, donc c'est un gros succès. Et du coup, bah, il a fallu gérer la croissance d'une part de Litchi et de l'autre part MangoPay en parallèle. Et puis on a essayé aussi de faire plein de choses en parallèle, mais du coup, on a fait beaucoup d'erreurs. Hein, faut pas se mentir. On a réfléchi très tôt à un service un service, on va dire, à destination des ados, un service financier pour mieux gérer et dépenser son argent en fait en ligne. Et ça, c'est des idées assez précurseurs dans les années 2012-2013. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des néobanques pour les jeunes. Il y a des services qui réinventent cette partie-là, que ce soit même sur WhatsApp ou sur des apps de paiement avec les transferts directs. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent sur cette cible-là. Mais nous, en fait, juste, on avait trop de choses à gérer et c'était pas le bon time to market, c'était trop tôt. Donc, on était convaincus, mais on a essayé, mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du C'était tout. ma prochaine question, justement, parce que je me suis dit, tiens, finalement, vous avez eu un timing de ouf pour Litchi. En tout cas, pour Litchi, c'était le timing parfait. Par contre, sur les néobanques, etc., c'était un tout petit peu trop tôt. Ouais, non, mais tout est une question effectivement, aussi de time to market. Hein. Je te dis là, avec la solution qu'on avait imaginée pour les jeunes, on l'a lancé, ça commençait à tourner, mais c'était trop tôt. Les néobanques étaient même pas là, avaient même pas défriché le marché. Niveau techno, c'était un peu compliqué aussi. Et puis on avait aussi trop de choses à gérer. Enfin, au bout d'un moment, faut réussir à être focus sur quelque chose. On avait Litchi, on avait MangoPay, il y avait ça, et puis après on a voulu en plus
quelques années après, encore essayer d'innover sur le paiement peer-to-peer en proposant un service de paiement par email directement, qui s'appelle Ichicash. Et pareil, enfin, on n'avait pas la bande passante pour le gérer. Donc bon, on a fait plein d'erreurs. Il y avait ça, mais il y en avait d'autres. Mais du coup, c'est effectivement hyper important d'être ambitieux mais raisonnable sur ce que tu peux faire de manière opérationnelle et aussi sur la partie time to market où il faut pas être trop en avance, il faut pas être trop en retard et toute une question de timing. Et ce qui est rigolo en ce moment, c'est de voir un peu et ça vous êtes bien placé pour le savoir, c'est de voir tout le segment no code en fait qui végétait plus ou moins depuis les années 2012-2013, hein, les premières plateformes qui faisaient no code sont créées là, elles ont résisté et puis là ça explose dans tous les sens sur différents segments. Donc et là les dernières plateformes qui se lancent, qui sont ambitieuses, elles lèvent directement plusieurs dizaines de millions d'euros alors que les mecs qui étaient là depuis 2013-2014, voilà, elles ont ramé, elles ont tenu, mais elles ont ramé et maintenant c'est leur moment quoi. Carrément. Et toi du coup, parce que moi j'ai toujours une question que je voulais te poser, Benjamin. C'est le truc, c'est je me suis toujours posé la question pourquoi tu avais quitté Litchi et c'est une question sensible des fois ou pas justement. Bon, non. Tu sais, ta petite réaction quand je te dis que j'étais resté 8 ans et demi parce que non, voilà, enfin, dans ce genre d'aventure, c'est chronophage, on y laisse aussi ses tripes et je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien de savoir passer à autre chose. Enfin, on a fait une belle aventure. On s'est en plus fait racheter en 2015. Vous êtes fait racheter combien? C'était confidentiel, ça. Il y a des chiffres, vous pouvez regarder, il y a des chiffres qui circulent. Les chiffres, 80 millions, un truc comme ça, non? Ouais, tu gonfles, là, tu gonfles. Parce qu'il y avait sur un article. C'était pas les valos de la fintech maintenant, hein, je te rassure. Mais du coup, en 2015, voilà, on s'est fait racheter et puis après il y avait tout un plan de développement avec Crédit Mutuel Arkea pour continuer à développer les deux structures. C'était un moment hyper intéressant parce qu'on avait pas mal de moyens pour dépenser en marketing, recruter, investir sur la techno, donc c'était plutôt très cool. Et voilà, après, moi, au bout de 3 ans après, c'était juste le bon moment pour moi de passer à autre chose, tu vois, d'un point de vue personnel et professionnel. Et il y a les premiers, certains qui sont restés, d'autres qui sont partis. Et voilà, je pense que dans l'univers aussi technologique et des startups, il y a des cycles et après chacun juge aussi la manière dont il veut aborder ça. Moi, j'ai jugé que c'était le bon moment pour moi de passer à autre chose après une longue aventure. On espère te voir bientôt à côté de chez nous. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il y avait un truc qui m'intéressait de ouf, c'était la culture d'entreprise chez Litchi. Ouais. Comment vous l'avez construite? Comment vous l'avez structurée? Parce que 8 ans, c'est long. Du coup, tu as eu le temps de voir le truc évoluer, de voir de nouveaux entrants, l'équipe s'étoffer et tout. Et ça, tu disais tout à l'heure, tu parlais de process, de growth, etc. Mais forcément, quand tu as une boîte qui commence à faire un peu de cash, moi là aujourd'hui je le vois, mes compétiteurs, tu vois, on est que 10, mais putain, c'est une galère à structurer. Alors j'imagine même pas pour des plus grosses boîtes. Et je me demandais comment vous avez réussi à faire ça. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Ouais. Il y a d'un côté la culture d'entreprise, on va dire l'ADN des gens et d'autre part la partie process qui peut s'appliquer à différents
différents domaines. La partie culture d'entreprise, je pense que c'est la plus importante. Forcément, les débuts en tant que voilà personne, on était plus autour de 27-28 ans. T'es pas le même qu'à 37-38. Donc voilà, faut savoir évoluer avec la boîte, mais en même temps garder son ADN. Et c'est vrai que Céline a un ADN très festif, très chaleureux. Et c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés là-dedans. Voilà, on a fait d'innombrables apéros, culture très informelle. Chacun étant différent, mais du coup, on a toujours été voilà dans quelque chose de très simple, très informel, mais en même temps très pro. Et en fait, on a eu la chance d'être toute l'équipe, on va dire les piliers de la boîte, présents pour longtemps dans la même dans le même mood, dans la même dynamique, ce qui en fait fait que tu grandis, mais en fait t'arrives à garder en fait cet état d'esprit. C'est aussi les gens que tu recrutes. Enfin, moi j'ai recruté beaucoup de monde et c'est vrai qu'il y a toujours la partie purement hard skill et la partie soft et intérêt et c'est au moins aussi important de sentir les gens avec qui tu bosses, avoir envie de partager des choses, que ce soit en pro et aussi un peu en perso. Donc voilà, on a juste réussi à maintenir ça dans le temps. Et c'est pas évident, mais je pense qu'on a réussi à bien le faire. Et après, effectivement, la partie process dans l'autre sens, qui doit être bien sûr adapté à la taille de la boîte. On a toujours voilà essayé d'être toujours assez léger dans les process, mais au bout d'un moment, on peut plus et on a quand même repoussé des limites assez loin parce que typiquement chez Litchi, il n'y a jamais eu de VP People ou de DRH ou de HR à plein temps avant qu'on soit entre Litchi et Mangopay, avant qu'on soit, je pense, une petite centaine quand même. Ouais. Donc voilà, et donc on a on va dire mis des process petit à petit quand il fallait quoi, quand vraiment il fallait, mais c'est vrai qu'on a toujours gardé cet esprit on va dire très lean, très start-up, qui était aussi l'ADN des gens qui étaient là depuis le début. Et est-ce que toi, tu te considères plus en manager, growth hacker ou entrepreneur? C'est quoi le truc? Ouais, bah écoute, moi je suis assez entre les deux parce que c'est vrai que j'ai bossé, tu vois, dans de la grosse boîte. J'ai rejoint un projet très tôt. Moi, je suis un profil assez hybride. Je me dis pas pour ma prochaine aventure absolument, il faut que je montre un projet, un énorme projet qui va cartonner. Je suis assez versatile. Et c'est vrai que voilà, il y a pas mal aussi de gens dans mon cas, mais je trouve que c'est assez riche en termes d'expérience. C'est vrai que quand tu commences aussi pleine balle dans un petit projet, tu apprends plein de choses, mais tu apprends plein de choses des fois quand tu travailles dans des boîtes. Et moi j'ai ce profil assez varié. Et du coup, en ce moment, ce qui me plaît, c'est de voir des profils assez variés de boîtes aussi, parce que je fais du conseil, je fais de l'accompagnement de start-up, et du coup, je trouve ça assez cool de prendre un peu de temps après avoir navigué entre un projet assez long et l'expérience de boîte, de prendre du temps pour voir différents types de nouveaux projets.
Et tu vois, nous, chez Conquistador, on dit toujours, et je pense qu'on a souvent tort, de dire, tiens, ouais, mais le mec, il a pas monté de boîte, donc il n'est pas à même de conseiller d'entrepreneur, mais je pense que euh, c'est une connerie dans certains cas. Ouais, écoute, t'as des bons conseils à recevoir de pas mal de gens. Après, voilà, pour vraiment les startups, c'est vrai que euh, en fait, d'avoir fait l'ensemble du cycle, ben, tu vois, les premiers jours, la partie fundraising, le scale, la structuration, la vente, l'intégration, c'est hyper intéressant en fait un peu à tous les niveaux et c'est vrai que tu vois quelqu'un comme moi a pas mal de choses à partager et à raconter De aussi de ouf. manière tu vois très opérationnelle dans les choses et c'est vrai que tu vois typiquement dans les fonds d'investissement, il y a un peu de tout. Il y a des gens très financiers, mais il y a aussi pas mal de gens voilà, qui ont bossé dans des boîtes, des opérateurs, des entrepreneurs qui aussi voilà, participent après activement au développement des boîtes et ça c'est assez essentiel pour après pour tout le monde quoi. Alors, je sais pas si tu as remarqué un truc, mais par exemple, toi, tu étais dans un écosystème quand même parisien aussi, assez parisien dans le sens où bon, tu es basé à Paris et que c'est quand même là qu'il y avait vraiment l'ébullition entrepreneuriale sur tous ces sujets-là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de se changer. Nous, chez Conquistador, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, bon, tu sais bien. Hmm. C'est d'essayer de faire émerger d'autres écosystèmes en province. Et j'étais curieux de savoir ce que tu en pensais, toi, et qu'est-ce qui était possible de faire si loin finalement des centres économiques. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est que avec l'urbanisation 2.0, les villages connectés et tout le tralala, et avec la digitalisation en fait des infrastructures, ça nous permet de bosser de loin avec les centres de décision. On le voit ici, nous, depuis, on est au Pays Basque, nous, pour ceux qui savent pas, c'est que depuis à peu près un an, bon, ça fait un an qu'il y a le Covid, hein, tout le monde est arrivé. Et finalement, tout le monde se démerde très bien, même ceux qui bossent avec du Google, du Amazon, etc. Ils sont tous à Biarritz, là. Et en remote, ça marche super bien. Est-ce que tu penses que finalement, cet écosystème comme toi, comme dans lequel tu as vécu, finalement, l'écosystème entrepreneurial startup, il peut se développer et être beaucoup plus, on va dire, répandu au sein des provinces? Bah, pareil, là, il y a pas mal de différentes questions et tendances. Il y a le fait que bah, en France, tout est hyper centralisé à Paris et depuis longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Tu vois, typiquement en Allemagne, c'est très décentralisé. Tu as beaucoup de villes qui ont des spécificités, des verticaux propres. Aux US, bon, même si à Silicon Valley, tu as quand même pas mal de différents écosystèmes. En fait, en France, le problème, il est juste là depuis très longtemps. Et en fait, la partie start-up et entreprise technologique, bah, ça suit la tendance. C'est-à-dire que pendant longtemps, bah, tu as les capitaux, tu as les gens, tout est plus simple. Après, c'est pas pour autant que voilà, il n'y a pas des belles boîtes et des belles PME partout en France, mais c'est vrai que bah, en fait, on reproduit ça dans l'univers technologique et start-up. Alors après, il y a toute une tendance de fond qui effectivement, à mon avis, va s'intensifier après ce que tu as dit. Il y a déjà des belles boîtes, il y a déjà des belles boîtes en région. Et puis, il y a la partie Covid qui est encore autre chose et qui va de fait, à mon avis, permettre de peut-être redécentraliser un peu plus la répartition des talents et de là où les gens ont envie de travailler et de bosser
mais en ayant aussi des boîtes, bien sûr, en grande majorité toujours à Paris. Donc, à voir comment ça a évolué. Je sais que, voilà, typiquement, l'ancien directeur général de Arkea, Renan, il a monté un fonds justement qui s'appelle Épopée Gestion, il me semble, qui travaille justement sur le développement des belles histoires en province. Et clairement ça va dans le sens de l'histoire. Typiquement, moi j'ai investi là dans une entreprise qui s'appelle Quit, c'est une app pour arrêter de fumer. Super service d'ailleurs au passage. Eux ils sont à Strasbourg. Alors c'est une petite boîte, hein, ils ont levé 1,2 million d'euros, mais il y a tout un bel écosystème aussi à l'est qui est en train de se développer. Voilà, il manque quelques belles success stories, je pense, de ce côté-là. À Nantes, ça cartonne. À Lille, depuis longtemps, il y a des gros acteurs du e-commerce et il y a un beau bassin. À Rennes, Lyon, Bordeaux. Rennes, Lyon, Bordeaux, voilà, ça commence à se structurer. Et Montpellier, ouais. Pays à Montpellier. Bien sûr. À Montpellier, il y a des super boîtes. Voilà, faut que les gens bougent en région et créent de nouvelles choses. Et c'est vrai que là, le contexte va dans ce sens-là. En tout cas, j'espère fortement qu'il y aura par exemple vers chez vous des super boîtes qui vont cartonner et qui vont créer plein d'emplois et qui vont pouvoir rayonner à l'international, quoi. Ben, on t'attend avec des gros mouchoux. À fond. Donc, vivement que tu débarques. Si tu débarques, Inch'Allah. Ouais, j'aimerais bien. Donc, du coup, voilà, ok. Super intéressant. Nous, on y croit aussi à mort. On voit que c'est une tendance qui finalement est aussi à l'heure du Covid, mais qui est dans l'air du temps, hein, parce que les cités un peu comme Paris, comme ça, commencent à passer un peu qui sont un peu trop grandes. Finalement, tu te sens moins à l'aise que dans les petites villes et t'as pas la même qualité de vie. Et on est persuadé que finalement, ce qui fait la force d'une boîte, c'est d'avoir des talents. Et ici, nous, on en a vu débarquer, mais depuis le deuxième confinement, c'est incroyable. Genre, là, au Pays Basque, il est arrivé une vague de talents, des gens qui bossaient chez Amazon, Google, toutes les grosses startups parisiennes, Alan, Payfit, même des mecs de Germinal. Ils ont tous débarqué ici. Non, mais Grégoire, big up. Mais tout le monde a débarqué ici en mode remote. Mais c'est vrai que nous, avec notre aire de local, on se dit tiens, ce serait bien qu'ils montent une antenne, enfin qu'ils montent, tu vois, qu'ils soient pas tous en remote et qu'ils payent leurs impôts localement. Ça, c'était la parenthèse locale, tu sais. Ils dépensent localement au moins, c'est bien. Ouais, c'est très cool, c'est très cool. Bah, en ce moment, ils dépensent pas vraiment localement, à part dans les supermarchés, puisqu'il y a tout qui est fermé. Mais en espérant que le Covid change et nous renforce à tous. Moi, en tout cas, j'habite à 15 minutes de l'Espagne et puis putain, les sidérerias sont ouvertes. Hein. Bière, etc. Tu sais. Donc, ok, super cool. Qu'est-ce que j'avais à rajouter? Je sais que t'as plus que 10 minutes maximum, même pas. Vas-y. Parce que tu dois aller, tu dois y aller dans pas trop longtemps. Et j'avais une dernière question. C'est, toi, t'as quitté Litchi, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi, 2 ans? Ça fait effectivement 1 an et demi. Et du coup, j'avais un peu mon idéal de voyager pendant 1 an. Mais bon, il y a eu le Covid, donc du coup, je suis allé un peu moins loin que prévu. Mais on a quand même profité du coup en famille. Et puis je me suis aussi calé 2 mois de bootcamp de dev. J'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Chez le wagon? Non, pas chez le wagon, chez la capsule. Je connais, ouais. Qui est voilà un bootcamp qui est spécialisé
peu plus sur les technologies React. C'est vrai qu'il y avait une partie mobile qui me disait bien. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est vrai que d'avoir 2 mois comme ça pour le faire, bah c'est pas forcément évident, hein, parce que c'est pas voilà, c'est pas une formation d'une demi-journée ou quelques jours. Donc il faut avoir du temps, et puis surtout il faut avoir aussi l'esprit 100% tourné là-dessus, parce que c'est quand même pour un profil non tech, même si ça fait longtemps que je bosse dans l'univers, faut bosser, quoi. C'est quand même du boulot. Donc voilà, je me suis fait ça. C'était vraiment une super expérience. Donc voilà, j'ai pas perdu mon année, j'ai fait plein de choses, mais effectivement avec le Covid, bah je pense comme beaucoup, hein, ça a pas mal remis en cause certains projets. Donc voilà, et puis après maintenant là depuis septembre dernier, je fais du conseil pour des boîtes un peu différents, on va dire niveaux de développement. Il y a pas mal de boîtes, c'est assez intéressant en fait, justement un peu sur le modèle de Litchi qui ont quelques années maintenant, et aussi qui doivent toujours innover et repenser leur coup d'après. Ouais. Et du coup, je réfléchis pas mal là-dessus avec certaines d'entre elles. Principalement des fintech du coup. Non, de tout, de tout, Okay. de tout. Et c'est vrai qu'en fait, dans des univers comme ça, très compétitifs, avec des écosystèmes qui évoluent énormément, on peut difficilement rester sur une trajectoire similaire sur 10 ans, ça va, mais sur la prochaine décennie, je pense que ça peut être très compliqué. Donc voilà, faire ce travail d'essayer de formaliser des visions, de faire de la veille sur aussi toutes les tendances, comment tout ça peut se structurer et se traduire aussi sur une évolution du produit par rapport à ce qui est en place. Donc, quand même une chose très intéressante à faire dans ce sens-là. En tout cas, ça me plaît bien. Puis après, il y a du conseil plus, on va dire, un peu plus opérationnel sur effectivement des thématiques growth, sur la construction de stack, de l'automatisation, tout ce que j'ai pas mal fait. Ouais. Donc voilà. Et puis à côté de ça, je fais de l'advisoring sur certaines boîtes. Là, une boîte dans laquelle aussi j'ai investi et qui est en train de bosser sur un produit assez cool qui s'appelle All Colibri et qui permet à des e-commerçants et puis différents types d'acteurs en fait de gérer leur programme d'impact en offrant des micro-impacts à leur communauté. Et je trouve qu'il y a un énorme voilà, une énorme demande, et il y a un super produit imaginé, donc j'essaye de les aider là sur on va dire la formalisation de leurs propositions, et puis à imaginer aussi le produit avec eux, parce que c'est assez novateur. Voilà, et puis j'ai investi aussi quelques participations dans des entreprises dans lesquelles voilà, je crois beaucoup, que ce soit sur le secteur ou sur l'approche produit. Donc je suis bien occupé. Puis voilà, d'un point de vue plutôt personnel, voilà, peut-être un jour venir habiter au Pays Basque. On y travaille pour. On y travaille pour. On t'attend, on sait que tu as un plan sur le je vais faire partie voilà, de la vague peut-être de décentralisation de Paris, mais voilà, tout ça se met en place progressivement. Et monter une boîte. Beaucoup d'idées. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est ma dernière question. Beaucoup d'idées. Mais rien encore qui m'a fait tilt. En fait, c'est assez difficile. C'est vrai que tu te poses plus de questions sûrement que quand voilà, tu finis les études et tu te lances. Et dans l'idéal, j'aimerais bien bosser sur un sujet passion qui me plaît énormément. De par le côté passion, mais en même temps qui soit, on va dire, ambitieux. Et c'est vrai que d'arriver à trouver on va dire le segment parfait, c'est vraiment pas évident. Bien sûr, j'aimerais faire ça, et à côté de ça, j'ai aussi
voilà, il y a tellement de choses à faire dans tellement d'univers. Le no-code t'en parlait. C'est quoi tes passions, Benjamin? C'est juste monstrueux. Bah écoute, les sports de glisse, la musique, il y a plein de choses, hein, mais voilà, c'est pas des univers forcément très faciles pour trouver des projets technologiques, mais bon. Rejoins-nous. Plein de choses à faire. L'impact, n'en parlons pas. Il y a énormément de super projets à imaginer, très dans l'air du temps. Ouais. Voilà. Moi, je vois beaucoup l'industrie. Tu parlais, tu vois, sport de glisse, on en a déjà parlé plusieurs fois tous les deux, mais l'industrie de la musique, il y a tellement de trucs à faire aussi, c'est incroyable. Il y a, enfin, on se rappelle tous de Steve Jobs dans les années 2000 avec l'iTunes, etc. Mais il y a vraiment un mal-être du musicien économique. Enfin, là-dessus, il y a, enfin, d'un point de vue plus général, hein, tu sais, il y a toute, il y a la musique, mais il y a tout ce qui se fait sur ce qu'on appelle l'économie des créateurs, où il y a énormément de choses. Hein. Un service comme Patreon, ils ont commencé sur les musiciens, puis ils ont élargi sur les créateurs au sens large. Donc ça, c'est un sujet Bandcamp aussi. Enfin, c'est un sujet assez large. Après, dans l'univers de la musique, il y a énormément de choses à penser, imaginer, hein, que ce soit sur des modèles d'abonnement, des modèles de marketplace, des modèles de réseaux communautaires. Enfin, c'est sans fin. Mais ouais, c'est sans fin. Ouais, mais voilà, quoi. Faut avoir une conviction forte et puis faut y aller, quoi. Voilà. Carrément. Allez, Boissène, comme on dit en basque, vamos. Et, et ben, je crois qu'il est 18h05 et qu'il va falloir que tu y ailles. Ouais, j'ai encore, encore 5 bonnes minutes si jamais il y a une question. Allez-y, hein, parce qu'il nous reste 5 minutes. Benjamin, il a 5 minutes pour répondre à vos questions. Lancez-vous. Hein. Et pendant que vous posez vos questions, eh ben, je vais me chercher une bière, parce que j'ai pas honte. Bon, attendez, le temps que ça arrive, parce que s'il y en a, parce que les gens, ils sont un peu timides des fois. Non, personne. Moi, j'en ai d'autres, mais ce serait dommage. On a déjà écrit sur le chat. Ah merde, attends. Bah moi non, j'ai pas de questions hein, qui arrivent. Hein. Ah, voilà. Vas-y. Des doutes, tu parles d'un point de vue, quoi, d'un point de vue pro par rapport à l'expérience startup, tu parles? Bah, écoute, c'est un peu, on va dire, consubstantiel à ce genre de boîte. Si j'avais pas voulu prendre de risques, je pense que je serais resté chez Google. Donc, on est plus souvent passé à côté du dépôt de bilan que de la revente et que du succès. C'est vrai, hein. Enfin, il y a eu des périodes, une période compliquée. Bah, faut y croire, faut serrer les dents, faut essayer de toujours, tu vois, innover. Puis bah, faut pas trop se prendre la tête, quoi, parce que sinon t'avances plus. Donc ça, c'est un mindset et je pense qu'on avait aussi une équipe où on est tous dans le bon mindset et du coup ça nous a vachement aidé à, tu vois, à passer les caps, à serrer les coudes, même si c'était voilà, clairement compliqué, hein, une aventure start-up avec beaucoup d'enjeux, de la croissance, des égos, bah ça reste compliqué à tous les niveaux, mais je pense qu'on était. Surtout que vous étiez beaucoup à la direction, non? De quoi? Vous étiez nombreux à la direction. Non, pas plus que ça, mais je pense on avait des profils assez complémentaires.
Et voilà quoi, on a toujours cru au projet, on a toujours cru à la vision. Après, on a eu la chance que voilà, on a eu une aventure quand même assez, je te dis, comme je vous l'ai dit, assez linéaire, sans pivot. Donc il n'y a pas eu d'énormes moments de doute. On s'est retrouvé dans une position où on se dit bon bah qu'est-ce qu'on fait quoi. Il y a eu des grandes phases où voilà, on a des décisions dures à prendre, moments de doute, mais je pense que voilà, l'effet aussi groupe et vision, bah ça prime sur les doutes. Et puis bah il y a le côté voilà, mindset, hein. Je pense que tout le monde n'est pas fait non plus pour bosser en start-up dans un univers hyper incertain. C'est aussi le jeu, hein. C'est comme ça, hein. Et moi, j'avais une question juste avant qu'on termine, parce que je sais que tu dois y aller, mais dernière question, c'était vraiment sur un point de vue, parce que je le vis au quotidien. Et comment tu fais pour allier le professionnel à ce niveau-là et le privé? Parce que je sais que tu as des gosses, je sais que tu as une femme, etc. Comment t'es arrivé à allier les deux en vrai? Parce que je suis pas sûr que j'arriverai à gérer ça. Bah, en fait, les premières années, personne avait d'enfants. Donc c'était plus simple, c'est-à-dire qu'il y en avait qui dormaient sur le canapé dans le salon, dans l'appart qu'on avait au début, et voilà, et ça se passait très bien. Donc tout est une question aussi d'âge de maturité. C'est vrai qu'après, quand on a commencé à avoir des enfants, on est sur un stade un peu plus avancé, mais bah après c'est voilà, il y a des fois des sacrifices à faire, comme c'est un univers assez informel et qui va très vite, bah tu peux aussi organiser ton temps comme aussi tu veux, être flexible. Donc moi j'ai jamais trop souffert de ça, à vrai dire. Okay. Jamais trop souffert de ça. On a toujours, enfin, quand même beaucoup bossé avec beaucoup d'enjeux, mais bon, on a toujours quand même réussi à garder un rythme correct à ce niveau-là. Et je pense que tu vois, dans pas mal de boîtes tech, c'est aussi la promesse, quoi. C'est d'être flexible, oui, de beaucoup bosser, mais d'arriver à allier les deux. Après, voilà, c'est une question de boîte, une question d'organisation. Chacun aussi est différent par rapport à ça. Et puis il y a quelque chose aussi important qui est progressivement, et ça c'est dur au début de savoir bien déléguer. Construire les bonnes équipes, travailler, tu vois, main dans la main, faire confiance. Et donc du coup, bah forcément, tu t'abordes en fait ton temps différemment, et ça te permet de peut-être, tu vois, mieux gérer les choses, être plus serein, quoi. Je suis en plein dedans. Ouais, c'est hyper important. Ah ouais, putain, c'est galère. Mais ouais, c'est un bon moment humain à vivre en tout cas. Ouais. Bon, tu dois y aller, c'est ça? Exactement. Bon, ouais, je te remercie beaucoup, Benjamin. Il y avait une dernière question, c'était trouver des financements pour une startup, mais bon. Écoute, tu feras, on fera un webinaire dessus. t'inviteras un VC et puis tu feras. Ouais, j'invite Adrien Chaltiel d'Eldorado, je pense. Ah bah très bien, ouais. Ou Jean Laroche-Brochard pour une des prochaines là, dans un mois et demi. Du Okay. coup, il y aura de quoi répondre. C'était qui? C'était Nike Nota. Donc t'inquiète pas, Mike, pardon. On aura de quoi dire avec Adrien ou Jean. Merci beaucoup, Benjamin. Écoute, merci à vous. Ben ouais, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et ben écoute, on se dit à très très vite parce que je sais qu'on va se voir dans pas longtemps. On échangera dans pas longtemps. Et merci pour ton temps. Pour ça marche, de rien. Bye bye les gars. Au revoir tout le monde. J'ai appris plein de trucs. Tchuss. Bye bye. Ciao. Au revoir à tout le monde. Ciao ciao. Bonne journée.